partirai de l'idée que Françoise Collin assume une position particulière au sein de la polyphonie des discours. Elle interroge indéfiniment la langue, livrant une posture singulière dans son écriture. À la manière d'Émile Benveniste, elle considère la langue comme système d'expression, l'interprétant de toute culture. Il n'y a pas d'écart chez elle entre le poétique, le philosophique et le politique. Ce qui rassemble ces registres différents, c'est la dimension de l'écriture qui était pour elle une constante. J'ai interrogé successivement ses œuvres qui m'ont permis de faire un chemin de pensée pour reprendre son expression. Collin pose la problématique de l'écriture de la femme longtemps écartée de l'innovation et en fait un sujet critique. Elle souhaite accorder une nouvelle place à la femme qu'elle voudrait voir émerger dans le monde de la pensée. Après avoir fait ses débuts dans la littérature par des romans édités aux éditions du Seuil, elle abandonne tout et s'oriente vers l'exploration du féminisme. Elle a voulu rendre aux femmes l'accès à la création qui leur a été occulté par le pouvoir masculin. À la question « Est-ce que tu regrettes d'avoir été détournée de l'écriture pure ?» j'entends par là l'écriture de fiction, par le politique, Françoise Collin répond « Oui, je regrette la confrontation inconditionnelle avec les mots. Je regrette le monde des hommes, qui est aussi le mien comme intellectuel, et où je me trouvais plutôt bien. Mais de toute manière, je ne pouvais que jongler entre plusieurs vies, entre plusieurs destins. Je regrette bien sûr la sécurité de la carrière universitaire et d'avoir dû sans cesse m'interroger dans la difficulté. Mais le terme de regret est inadéquat. Je peux dire aussi, comme dans la chanson de Piaf, « Non, rien de rien, non, je ne regrette rien ». Cette réflexion est tirée d'un entretien qu'elle m'a accordé et qui vient clôturer son livre « Je partirai de mots », ouvrage que j'ai eu le plaisir et l'honneur de publier en premier dans la collection Textes femmes que j'ai dirigée chez Fusard vers la fin des années 90. Je ne mesurais pas à l'époque à quel point ces moments passés avec elle étaient porteurs pour moi. J'ai toujours présent à l'esprit nos marches de dimanche au bois de Vincennes, durant mon séjour de 5 années consécutives à Paris. C'étaient des marches pensives et intelligentes, où on discutait de tout et de rien. Elle m'a appris à explorer d'une manière plurielle un domaine donné. J'en ai fait l'expérience en créant et dirigeant la revue des lettres et de traduction de l'Université Saint-Esprit à Kaslik. Elle a toujours contribué par l'envoi d'articles ou de comptes rendus de livres. Cette contribution a été interrompue par sa mort. Le numéro 15, qui vient de sortir, lui consacre un hommage dans son dossier La Main et dans l'introduction aussi faite par le doyen. Françoise Collin considère que la femme qui touche à l'écriture la transforme en une masse inorganisée, synonyme de confusion, une sorte de pré-univers où le chaos précède avant qu'émerge une nouvelle expression. Face à cet état de trouble, on s'interroge comment le désordre peut-il être, au-delà d'un effet littéraire, un principe d'écriture? Quels sont les procédés qui restituent dans l'œuvre considérée l'appartenance du chaos, à la fois dans son sens classique de bouleversement et dans son sens moderne de la notion de la pluralité où la forme s'ouvre à l'imprévisible? Il deviendrait alors nécessaire d'inventer de nouvelles formes de représentation et de déchiffrement. Françoise Collin trouve dans l'idée de l'informe et de la désécriture, mots qu'elle charrie, comme vous le savez, l'idée même de produire du nouveau dans l'écriture des femmes. Elle est convaincue que si les progrès détenus par la lutte des femmes sont encore fragiles, c'est parce qu'ils ne sont pas encore inscrits dans le langage. L'essentiel pour elle étant la visibilité de la femme dans la langue, sa créativité dans l'écriture. Elle veut que la parole des femmes introduise du nouveau qui concerne l'ensemble de l'humanité. Nous aborderons son œuvre littéraire
dans laquelle s'inscrit une réflexion sur le devenir de l'écriture qui émane du chaos et qui trace une autre voie. La manœuvre est de montrer que la langue, et dans la langue, le phallique qui traverse la langue n'est pas toute la langue comme elle le dit. C'est dans l'espace ouvert par ce questionnement que nous analyserons tout d'abord le chaos au quotidien dans Le Jour fabuleux, son premier roman. Il s'agit du chaos qui se manifeste par le déménagement d'une jeune femme un peu bourgeoise en proie à une équipe de déménageurs qui brutalise et casse ses meubles et ses objets sous prétexte de les transporter. Elle essaye de se défendre, mais dans ce chaos, elle finit par pactiser avec un de ses casseurs. Le roman est la traduction de cette journée de déménagement chaotique, au cours de laquelle sa vie et ses objets sont délapidés sur un mode quasi tragique et à chemin du réel et du fantastique. Dans la voix de la narratrice, de toutes sortes de voix se mettent à parler. Je cite. « Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ce déménagement. Les choses arrivent plus vite qu'on ne pense. C'est déjà demain et c'est le 30 du mois de novembre. » Fin de citation. Les mots dans ce roman rappellent la sous-conversation d'anthropisme de Sarraute. Chacun est à la fois témoin et acteur et pas individu. Le lecteur remarque que le sous-texte est en quelque sorte anonyme, il n'a pas de voix propre. Pour Colin, l'unité d'un livre est une unité composée, ramassant une multitude de niveaux et de formes. La parole surgit de toutes parts sans être maîtrisée par un sujet. Le récit charrie une forme de collage des éléments du langage recueillis ailleurs, comme les chansons populaires, les adages, les proverbes, vérité du sens commun qui assure la présence du collectif dans le destin individuel. Le Jour fabuleux est une désarticulation du mécanisme du récit structuré qui a remplacé à l'écriture traditionnelle une sorte de récitatif sur plusieurs claviers. Bref, ces hypothèses sont confirmées par la suite dans ces autres récits où elles contribuent à une sorte d'artifice. Elle est persuadée qu'il y a dans l'écrit une sorte de liberté farouche, j'aime bien cette idée, irréductible, plus intensément ressentie et désirée peut-être par les femmes qui ont subi le diktat des lois des hommes. Dans son second roman, Rose qui peut, le chaos est lié à la désintégration de la guerre, et plus précisément encore du bombardement qui jette en tas de poussière et dans le désordre objets et personnes. C'est dans ce tas informe que naît, à la dernière page, Rose, qui, en quelque sorte, est la survivante parmi les morts, avec qui elle dialogue. Le talent narratif mène ensemble une histoire d'amour et de mort. Le roman se termine par Rose, qui souhaite sortir du désastre pour revivre de nouveau. De mystérieux échanges s'instaurent entre Rose et la mort. Ils deviennent l'occasion d'une prise de conscience qui remet en cause l'écriture. Françoise Colin recourt au langage oral, une manière de subvertir la littérature dans l'écriture même. Elle se réfère au corps et aux fonctions manuelles de la femme et réussit à en créer une métamorphose. Le corps de Rose est le lieu où passe l'acte d'écrire. La narratrice appréhende les mots comme doués de vie et les fixe dans sa chair, par le recours, entre autres, à la couture. Ceux-ci prennent une consistance matérielle et deviennent un cousu humain de première qualité. Je cite, « Je couds des paroles, non dans ma chemise, mais dans ma chair, même enfonçant profondément l'aiguille pour que le point ne puisse jamais se défaire. » Rose écrit sur les draps de son lit. Elle trace des mots au point de croix et les avale. Dans sa consistance, le mot connote la nourriture. Je me nourris de mots d'une syllabe. Rose rappelle Alepha dans la cité fertile d'André Chédid qui déguste avec avidité les mots. Le texte se développe autour de cette transformation de l'écriture couture et de l'écriture nourriture. Nous sommes face à une errance à l'intérieur du langage, de figures en fantasme. Les jeux de mots obéissent tous à la plus stricte mécanique interne et à la nécessité structurelle du roman. Françoise Colin dénonce les codes littéraires, linguistiques, recours au collage. Ce sont eux qui inspirent la narratrice et qui engendrent, à mesure qu'elle écrit, pastichant les contes de Perrault.
La narratrice se donne la liberté de jouer avec les mots qui deviennent une fête du verbe composé pour l'oreille. Dans son livre 331 W20, Lection du président, le sens littéral de ce titre demeure quand même insaisissable. Faut-il percevoir un soupçon d'ironie dans la description d'une ville au moment de l'élection du président Nixon? En fait, elle décrit New York en éclat, en slogan, en enseigne, en formule journalistique, en mots du domaine de l'intime et de l'extime mêlés. Tout fonctionne. Et le fonctionnement pousse vers plus de fonctionnement dans cette organisation moderne du chaos. Françoise Collin déploie sous nos yeux le vaste cycle qui conduit la création ou la destruction d'une ville, un fantasme de retour au chaos, qui, depuis Morand jusqu'aux représentants du nouveau roman, tous ont décliné ce fantasme en lui attribuant diverses formes. Dans l'écriture du chaos, Collin tente de distinguer ce qui, dans l'écriture, travaille le symbolique, l'imaginaire et le réel. Mais quand la langue est usée jusqu'à la trame des signifiances, c'est dans le réel de l'écriture, chaos ou vide, que l'œuvre essaye de faire renaître un son. Alors surgit la surprise de ces écritures énigmatiques qu'une lecture au plus près du signifiant travaille à déchiffrer. On dirait que Collin, en tant que femme, craignait de perdre son corps dans ces mots qu'elle a volontairement semés de signes de repère dans le foisonnement du texte. Dans son récit, Le Rendez-vous, c'est le chaos vécu par la disparition de la mère. De par son titre équivoque, Le Rendez-vous de Collin introduit une certaine ambiguïté. Il s'agit en fait du dernier et seul rendez-vous qui rapproche dans une chambre d'hôpital deux êtres, la mère et la fille, séparés par un malentendu. La parole de la narratrice ébranle les fondements du signe linguistique, lui donne un espace où il peut devenir autre. Sur un non-dit, elle laisse la place à un houhou de mots qui remplace les mots échangés entre mère et fille, ramenant le lecteur au degré zéro de l'écriture. Par l'absence du jeu dans ce texte, pourtant autobiographique, la narratrice refuse de donner son corps au roman. Elle voudrait s'effacer derrière le corps de la mère en fabriquant une langue toute d'oralité jouissive qui métamorphose le corps décédé en corps verbal. Elle cherche ainsi à traduire la singularité d'une relation basée sur le manque d'aimer dans un scénario de l'interlocution. Mais le paradoxe reste que le tu de l'interlocutrice n'appelle pas un jeu. Ainsi se constitue un espace lacunaire où le lecteur cherche la trace du jeu et ne la trouve pas. Il reste face à un faux discours ou à une forme de soliloque que la fille adresse à la mère réelle et fictive. Dans cette quête centrée sur l'incarnation de la mère disparue, à qui les photos en mots donnent peau et vêture, il ne s'agit pas d'un récit décrivant le corps maternel, mais d'une écriture qui veut faire avec les mots un corps revenant. C'est plutôt une incarnation soutenue par l'intensité du rythmique. La narratrice impose sa voix par le truchement du tu qu'elle emploie pour s'adresser à sa mère. Le sens ultime de ce texte était de chercher, au-delà de cette absence énonciative de l'auteur, son état de personnage, jouant de son image. Personnage sans nom, réduit à elle, à la non-personne, par opposition au rapport subjectif-je-tu. C'est dans le récit qui s'articule sur le pronom, à la troisième personne, du féminin, que la narratrice établit une distance entre elle et sa mère. Dans cet écart se jouent les révélations cruelles et les reproches les plus amers. Le livre se développe en mouvement incantatoire, chaque chapitre se déployant autour d'un mot unique, qu'il décline dans toutes les formes, comme pour soutenir et apaiser la violence traumatique de l'événement, celui de la mort. On trouve ainsi successivement veiller, lever, marcher, nommer, dire, entendre, des variations opérant sur un même mot, le plus souvent un verbe d'action, variation des pastiches aussi de jeux d'enfants, comme dans les chansons « Trois petits tours et puis s'en vont » ou bien « Il était une fermière qui allait au marché ». La prolifération des phrases autour de chaque mot est à la fois développement d'un espace qui abrite
et mouvement de fuite. Quoi de plus tentant pour le lecteur que de cerner avec la narratrice ces phrases qui engendrent d'autres phrases et s'y enchaînent. Je donne comme titre d'exemple cette phrase « Elle a entendu frapper à la porte. Elle a entendu, et ayant entendu, elle s'est mise à entendre et elle entend. » Oui, elle entend. La deuxième partie de ce récit, elle est toute faite par un jeu de phrases dans ce genre. De nombreux éléments inidentifiables, mais qui font écho aux éléments narratifs, interfèrent dans ces récitatifs sans que la clé en soit donnée. Les mots deviennent aussi fugitifs que les sensations et les émotions. L'auteur traduit cet univers muet et intérieur qui se développe dans le jeu des mots, s'abandonnant au plaisir de travailler chaque lexique en lui-même. On dirait qu'elle cherche une forme de renaissance dans le retour aux origines de la langue. Dans cette partie du roman, les mots laissent entendre leur bruissement vers quelque chose qui demande à naître et à renaître. La narratrice est entraînée par le flux de l'écriture et joue avec des variations sur un même thème, s'approchant et s'éloignant par certaines résonances dans l'espace de la relation avec la mère. Elle tourne en rond avec les mots et dans leur défilement se font écho d'autres mots. La mère se retire comme la marée, laissant des mots désarticulés dans l'espace textuel de la fille, des mots qui se répètent, des mots qui fuient. Là où le corps de la mère a fait défaut, ces mots, les mots, sont donnés en héritage. Dans son dernier récit, On dirait une ville, nous assistons au chaos des genres, dans le sens de la pluralité des genres, abordés dans un même ouvrage, à l'image de la vie qui n'est pas du tout dans un développement logique. Françoise Colin a toujours été sensible à cette idée de cohérence et d'incohérence qui tisse une existence. Le livre s'articule sur une première partie, construite déjà sous forme d'une pièce de théâtre, et une deuxième partie qui s'élance en prose poétique, puis en vers libre. Une sorte de biographie décalée, fragmentée, mêlant rêve au souvenir. C'est un ouvrage informel, composé d'une multiplicité d'écritures dans une diversité de situations. Ce dernier livre marque son retour à la littérature qu'elle a toujours privilégiée. Publié 2 ans avant sa mort, On dirait une ville a été écrit depuis plusieurs années. Elle l'avait intitulé L'émigrée blanche. Elle a mis du temps à se décider à le publier. Et ce sont les éditions des femmes qui ont proposé comme titre On dirait une ville. Mais comme elle tenait à son titre premier, elle le garde pour la première partie du livre qui traduit son état d'esprit lorsqu'elle a quitté Bruxelles et sa Belgique pour venir s'installer à Paris dans un quartier coloré. Je cite, « Je n'étais pas née pour cette histoire devenue mienne, à mon insu. Je n'avais pas rêvé de cette manière, ni de ce temps métallique, brutal, quand je montais le chemin de campagne à vélo. » Durant un passage avec elle à Bruxelles, elle m'a montré la belle maison déjà vendue où elle a vécu avec son mari Jacques Tamignot. Nous avons marché un bon moment autour de la maison, la contournant, et Françoise parlait, non sans une forte émotion, de son passé dans cette maison qu'elle aimait. Elle a tenu à ce que je lui prenne une photo devant la façade de la maison, elle qui n'aimait pas être prise en photo. En quittant les lieux, elle me chuchote à l'oreille. « Tu gardes cette visite comme un secret. » Aujourd'hui, je dévoile le secret. Le sujet de On dirait une ville est l'instant. Colin décrit les choses qui passent très vite et qui s'arrachent à la continuité de l'existence, mais finalement la justifient. Ce texte en dit beaucoup sur cette femme exceptionnelle qui affirme découvrir ce qu'elle écrit en pensant. On dirait une ville et aussi une géographie des lieux de son quartier dans le 11e arrondissement qu'elle traverse quotidiennement et rapporte des impressions. Le noyau central de ce livre reste toujours la douleur, même celle d'avoir existé. Je cite, « Aujourd'hui, j'ai appelé mon existence ne pas... » Combien il me reste du temps? 2-3 minutes. Ah d'accord, oui, de toute façon, je viens. Aujourd'hui, j'ai appelé mon existence ne pas être aurait été de tout repos. L'écriture reste pour elle la forme la plus forte de la communication,
mais aussi de l'exploration. Dans son livre sur Maurice Blanchot et la question de l'écriture, bien qu'il ne s'agisse pas de fiction, ce livre, c'est un débat sur la question de l'écriture. Dans ce travail centré sur un autre, elle dira qu'elle avait l'impression, sans parler d'elle, de se livrer à une autobiographie en profondeur. La quête du nouveau a été toujours la trajectoire de Françoise Collin. Depuis qu'elle a commencé à écrire, elle dénonce tout ce qui a été déterminé par un modèle. Elle est contre le prêt-à-penser. Elle a toujours affectionné cette expression d'écriture sauvage, que Simone de Beauvoir mentionne dans son chapitre Vers la libération, dans le 2e tome du 2e sexe. Elle est pour un rapport brut avec la littérature dans les écrits des femmes. Je tiens à mentionner qu'elle n'a pas toujours eu une attitude critique à l'égard de Simone de Beauvoir, mais elle a eu aussi de l'intérêt dans ses premiers textes dans les Cahiers du Griffe, comme dans Je partirai de mots. Et elle a toujours été sensible à cette expression écriture sauvage. Et elle m'a toujours dit, il faut que je fasse quelque chose autour de cette idée. La tâche primordiale pour Collin consiste à placer les œuvres des femmes au centre de l'histoire littéraire. Le symbolique à venir est du domaine de l'inconnu. Selon elle, chaque femme, par son travail sur le langage et sur l'écriture, elle entre dans l'ordre de l'énonciation et contribue au féminisme. Elle considère que le seul fait pour une femme de reprendre sa place dans la création représente en effet un geste féministe. Sa conviction est que le chemin du féminisme se construit dans le mouvement. Comme elle le définit déjà dans un entretien avec Florence Rochefort, dans la revue Clio, je cite, « Le chemin d'une pensée qui ne s'immobilise pas dans une théorie définie, mais qui est appelée à s'interroger et à se restructurer sans cesse. » Une précision s'impose avant de terminer. Les textes de Françoise Collin illustrent parfaitement la métaphore par laquelle Roland Barthes définit le rapport du sens au texte, préférant à l'abricot, avec son noyau au centre de la chair, l'oignon constitué de pelures superposées. Collin écrit par strates. Ses romans sont des livres maison où l'on habite, où l'on revient. Merci.